seront très mal placés pour donner des leçons de morale au président de la République. C'est ce qui nous guette. C'est ça le problème du glissement. À l'époque, nous avions espéré qu'en donnant l'exemple, les autres allaient comprendre et qu'ils allaient refuser d'aller à l'Assemblée nationale. Alors ils ont commencé à dire non, si on ne va pas, il va faire ce qu'il veut. Ce qui est faux. Parce que si tout le monde se retire, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Le RPG Arc-en-Ciel n'a que 53 députés, même pas la moitié des 114 députés. Donc il ne peut même pas voter de loi. Et la Guinée serait sous embargo. Embargo diplomatique et embargo financier. Et on aurait obligé l'État à faire les élections très très rapidement. C'est ça qu'ils n'avaient pas compris. Et maintenant, ils sont allés s'asseoir là-bas, ils sont des députés décrédibilisés, des députés présidentiels, des députés par la volonté d'un décret. Qui ils représentent? Est-ce que c'est le peuple qui représente? Non, parce que le mandat du peuple est achevé. Voilà. Donc, à un moment, nous devons être capables de prendre des décisions radicales qui reflètent les principes. Il ne faut pas faire de compromis avec les principes parce que ça affaiblit notre lutte. Même aujourd'hui que nous luttons contre le troisième mandat, dès qu'il y a le problème de glissement, les 3/4 de nos lutteurs sont déjà en mauvaise position. Tous ces partis qui sont allés à l'Assemblée, ils nous affaiblissent en tant que Front National de Défense de la Constitution. Alors, j'avais dit que j'allais passer sur le bilan rapidement. Un mot bilan politique, un mot bilan des droits de l'homme. Le bilan économique. Le bilan économique, c'est très facile. Quels sont les objectifs d'une politique économique? Je vais simplifier, il y a 2 objectifs. Rendre les gens riches et créer des emplois. C'est les 2 objectifs, il n'y en a pas 1000. Faire de la croissance économique et créer des emplois pour les jeunes. Aujourd'hui, nous avons toujours une croissance faible. Il y a 2 ans, on a commencé à avoir une forte croissance. Tout le monde a applaudi, j'ai dit non, ce n'est pas une croissance durable, ce n'est qu'une croissance ponctuelle. Pourquoi elle n'est pas durable? Parce que ce n'est pas basé sur quelque chose de durable. Ce n'est pas basé sur l'agriculture, c'est basé juste sur l'exportation de la bauxite. Et ensuite, j'ai expliqué à tout le monde que le taux de croissance dans nos pays, parce qu'on manque de statistiques, dans les autres pays comme aux États-Unis, en Europe, on calcule le taux de croissance avec ce qu'on appelle le produit national brut, PNB. Dans nos pays, comme on manque souvent de statistiques, on prend le PIB comme une approximation grossière. C'est le Fonds monétaire qui le fait, et je sais très bien, puisque moi-même je l'ai confectionné pour beaucoup de pays quand j'étais au Fonds monétaire. Je sais que c'est approximatif, et que le produit intérieur brut n'est qu'une notion géographique de richesse créée à l'intérieur d'un territoire. C'est ce que ça veut dire, mais ça ne veut pas dire que ça appartient aux Guinéens. C'est le PNB qui appartient aux Guinéens, pas le PIB. Donc il y a une différence entre le produit national brut qui appartient aux Guinéens et le produit intérieur brut, notion géographique d'une richesse créée en Guinée. Maintenant, quelle est la différence entre ce qui est créé en Guinée et ce qui appartient aux Guinéens? Les Guinéens peuvent bénéficier de la production de la bauxite si jamais il y avait beaucoup de taxes qui étaient payées, ce qui n'est pas le cas. C'est un véritable scandale. Vous allez voir, si vous regardez le budget 2019, vous verrez qu'il y a même une entreprise qui produit 3 fois ce que CBG fait. 42 millions de tonnes. 42 millions de tonnes. CBG produit 14 millions de tonnes. Donc ça fait 3 fois, n'est-ce pas? CBG en moyenne paye 150 millions de dollars par an. C'est en 0. Ça fait une dette fiscale de plus de 400 millions de dollars. Ce n'est pas la seule. Donc ce qui se passe en Guinée, c'est qu'on exporte beaucoup de bauxite. On dit que c'est un grand pays minier qui exporte. Maintenant, on est premier dans le monde, deuxième dans le monde, alors que nous demeurons pauvres. Je dis, la bauxite ne va jamais enrichir la Guinée. Il faut le savoir. D'abord parce que c'est une matière première qui n'est pas transformée. Nous avons toujours dit de transformer.
Parce que la valeur ajoutée se trouve dans la transformation des usines d'alumine et d'aluminium. J'en parlais tout à l'heure. Mais quand on exporte la bauxite brute, c'est l'une des choses les plus stupides que j'ai jamais vues. On prend la bauxite, on met dans des camions, on envoie ces camions dans des pays où il n'y a même pas de débit de bauxite. Ces pays-là font des usines d'alumine et ce sont ces pays-là qui gagnent avec. La Guinée ne gagne rien. Alors j'ai toujours l'impression qu'on transporte le travail des Guinéens dans des camions pour les envoyer dans les autres pays où leurs jeunes vont travailler. Nous, nos jeunes restent au chômage. C'est ce que ça veut dire. Depuis 3 siècles, l'économie connaît quand même 2 ou 3 choses sûres. En économie, on sait que pour faire avancer un pays, il faut retenir ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ce sont les impôts, mais aussi les salaires. Comme on ne crée pas beaucoup d'emplois dans l'industrie de la bauxite, on ne crée pas beaucoup d'emplois, c'est juste quelques emplois de chauffeurs. Et quelques machinistes qui prennent la boue, c'est tout. C'est tout ce qu'on crée. Alors, si vous faites une analyse économique, vous comparez ça avec les milliers de villageois qui sont retombés dans la pauvreté parce que leur environnement a été cassé. Les fleuves ont tari, il y a trop de poussière, les terres cultivables deviennent rares, donc ces milliers de villageois retombent dans une plus grande pauvreté. C'est ça qu'il faut comparer avec quelques emplois de chauffeurs. Donc, au total, ça n'apporte pas grand-chose à la Guinée, au contraire, ça appauvrit. C'est pourquoi j'appelle ça une croissance appauvrissante. C'est une croissance qui appauvrit la Guinée. Ça ne sert à rien. Et ça casse complètement la nature. Si vous arrivez aujourd'hui tout autour de Bokeh, il pleut même plus, il fait une chaleur torride, on se croirait dans le désert. C'est une catastrophe. Or, souvenez-vous, le poète a dit, nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui meurent. Ça veut dire que nous avons un devoir de solidarité intergénérationnelle. Nous devons laisser la Guinée à nos enfants, à nos petits-enfants, dans un état qui marche, pas intercassé. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, le secteur minier n'apporte rien à la Guinée, malheureusement. Et en plus de tout ça, il y a la corruption. Le peu de taxes qui doit être payé à la Guinée n'est pas du tout payé. Voilà. Donc c'est la catastrophe de tous les points de vue. Économie encore, infrastructure. Il n'y a pas de route, tout le monde est comptable, tout le monde voit qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, malgré les 3 milliards qu'on a investis. Donc il y a beaucoup de problèmes. Secteur agricole, là aussi je vais simplifier. Lorsqu'on dit qu'une agriculture est efficace, il y a 2 objectifs que l'on poursuit, seulement 2. 1, l'autosuffisance alimentaire, est-ce qu'on se nourrit? 2, l'exportation des cultures de rente, est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent dans les exportations? Voilà les 2 questions. Quel est le cas en Guinée? Est-ce que la Guinée, on a atteint l'autosuffisance? Non. Est-ce que les Guinéens gagnent beaucoup d'argent en exportant des produits agricoles? Non. Donc la politique agricole a échoué. C'est tout. C'est ça l'analyse économique. Ce n'est pas la peine de nous fatiguer. Il n'y a rien dans le secteur agricole. Ce n'est pas parce qu'on a distribué quelques engrais qu'on a résolu un problème. Tant que l'agriculteur ne gagne pas de l'argent, l'agriculture n'ira jamais devant. C'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, les mines, ça ne marche pas. L'électricité, les infrastructures, ça ne marche pas. L'agriculture, ça ne marche pas. Les jeunes et l'emploi. Il y a tellement peu d'emplois en Guinée que nos jeunes s'embarquent dans les bateaux et meurent dans la Méditerranée. La Guinée donne le plus fort contingent de décès dans la Méditerranée. C'est une catastrophe et c'est une honte pour nous tous. Parce qu'il y a un chômage massif. Là encore, je ne rentre pas dans les détails. Comme tout marché, le marché de l'emploi, il faut regarder l'offre et la demande. D'un côté, nous avons tout le problème d'éducation. Je ne reviens pas sur tout ça, c'est très complexe, ça va nous prendre toute la nuit. De l'autre côté, nous avons le manque des entreprises pour embaucher les jeunes. Même s'ils sont bien éduqués, s'il n'y a pas d'entreprise en face, comme je le dis, ça ne sert jamais à rien. Voilà. Donc ça nous envoie au problème de la répression du secteur privé en Guinée. L'État accumule des arriérés vis-à-vis de ce secteur privé, ne les paye pas.
et ce secteur privé est embryonnaire. Ça ne sert à rien de vouloir faire les partenariats publics-privés et de dire on va faire quelques start-up quand on est en train de tuer les rares entreprises qui existent lorsque ces entreprises font des contrats avec l'État. Voilà. L'environnement est détestable. L'État ne paye jamais, alors que l'État est un acteur majeur de la vie économique. Voilà. Donc, sur le plan économique, au total, on aurait pu faire mieux. Il y a eu quelques progrès. Chaque fois, on me dit, ouais, les fêtes tournantes, on a fait des maisons à Cancan, à Kouroussa, à Labé, à Pita. On a fait des maisons à Zéro Corée, les maisons des jeunes, etc., etc. Encore une fois, je viens d'expliquer à tous les Guinéens que construire des maisons n'est pas le travail de l'État. Construire des maisons, c'est le travail du privé. Vous tous, vous avez déjà construit des maisons. Qui n'a pas construit de maison ici? Alors, un État ne peut pas se vanter de badigeonner une maison coloniale comme les Dachemé à Cancan. C'est ridicule. L'État produit ce qu'on appelle les biens publics. Si j'étais en classe, j'allais dire que les biens publics, c'est les biens qui ont un coût extrêmement élevé et des bénéfices dispersés. C'est des biens dont les coûts sont très élevés, mais dont les bénéfices sont dispersés. C'est ça les biens publics. C'est pourquoi le privé ne les fait pas. C'est l'État qui les fait, les biens publics. Ce sont les routes, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est les hôpitaux, c'est le système éducatif, même si une partie de ça est sous-traitée au secteur privé. Voilà. Donc l'État doit travailler ce que le privé ne fait pas. Vous ne verrez pas un privé aller faire du goudron à Skilling, c'est impossible. Je sais que tout le monde est inquiet. Les Guinéens sont inquiets, les Africains avec eux. Nous allons tout droit vers une déstabilisation parce que nous sommes menacés. Cette menace épouse trois formes aujourd'hui. La première forme, ça s'appelle la révision de la Constitution guinéenne de 2010. La deuxième forme, c'est le remplacement de cette Constitution par une nouvelle Constitution. Et la troisième forme, c'est ne rien toucher du tout et glisser son mandat, un peu à la Kabila, qui est devenue célèbre en Afrique. Voilà. Donc les Guinéens sont inquiets. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, et en Guinée et en dehors de la Guinée. Ces trois formes ne sont pas identiques, puisque tout a commencé par la velléité, par des velléités personnelles de garder le pouvoir, d'instaurer une présidence à vie. Et comment le faire? On a d'abord commencé par dire on va changer la Constitution. Je crois que c'était avant de lire cette Constitution, parce que quand on lit la Constitution, on comprend très bien que c'est impossible. Déjà, l'article 27, il est clairement indiqué que le président de la République est élu au suffrage universel. Et deuxième alinéa, il est dit que c'est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et troisième alinéa, on précise en aucun cas une même personne ne peut dépasser les 2 mandats, hein, consécutifs ou pas. Donc c'est verrouillé. Et d'ailleurs, c'est encore plus verrouillé, puisque plus loin, la même Constitution nous précise que c'est des intangibilités, c'est-à-dire c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Et lorsqu'il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, les promoteurs de la présidence à vie ont commencé à comprendre qu'avec cette Constitution, on ne peut pas la modifier. On ne peut pas modifier pour donner un 3e mandat. C'est alors qu'ils ont dit, bon, au lieu de faire ça, changeons la Constitution elle-même. Et une nouvelle Constitution. Voilà comment cela s'est passé. Et on a pris des mercenaires de la plume un peu partout qui ont commencé à écrire une Constitution qui est d'ailleurs cachée, que personne n'a vue, qu'eux-mêmes ont peur de montrer, parce que les Guinéens ont vite compris qu'il y a un problème et ils se sont levés, et la jeunesse s'est levée, et nous avons tous les hommes politiques, toutes les forces vives de la nation se sont retrouvées dans une organisation unique qui s'est appelée Front National de Défense de la Constitution, et qui regroupe et les partis politiques, et les syndicats, et l'ensemble de la société civile pratiquement.
Donc c'est toute la Guinée qui s'est levée d'un seul coup pour dire non, ça ne peut pas aller, parce que la Guinée a changé. Et pendant qu'ils sont en train de dire, ouais, on va le faire parce qu'on a fait dans le passé, en 2000 aussi, on a fait la même chose, pourquoi pas nous? Mais ils ont oublié une seule chose, comme dit le philosophe, on ne se lave jamais deux fois dans le même fleuve, parce que l'eau est déjà passée, n'est-ce pas? Eh bien, la Guinée, c'est un pays à deux portes. Il y a ceux qui rentrent, il y a ceux qui sortent. Hein, il y a beaucoup qui sont sortis, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés. Ceux qui étaient là pendant le coup d'isme du général Conté, qui avait 15 ans, ils ont maintenant 25 ans. Voilà. Et il y en a qui avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ils sont jeunes. Et c'est eux la Nouvelle-Guinée. La Guinée a changé parce que le monde aussi a changé. À l'époque, on avait ce que j'appelle le monopole de l'information. Ce monopole n'existe plus. Pour vous rendre compte, vous voyez ce qui s'est passé à Kenya l'autre fois. Hein, on a fait tout un montage, on a transporté des milliers de personnes à coups de milliards. On a allé faire des discours. On a dit qu'on a engagé toute la région de Kenya. Alors que le lendemain, il a suffi d'un seul téléphone, lorsque le Kuntigi, dans sa demeure à Lubeka, a fait une annonce avec un seul téléphone, pour dire « je ne suis pas d'accord, la Basse-Côte n'est pas d'accord », ça a fait le tour du monde. Il y avait plus qui ont vu ce film que ceux qui ont regardé la télévision nationale. Donc ça veut dire simplement que l'État n'a plus le monopole de l'information comme c'était le cas en 2010. Là encore, le monde a changé. C'est un monde qui change. Il n'y a que les vieux qui ne comprennent pas que ce monde a changé. Voilà. Nous sommes dans un nouveau monde. Donc, ça ne marche pas. Alors, à court d'arguments, parce que la Constitution est sacrée, on a commencé à dire non, il faut laisser finir le travail. Ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Parce que le problème qui est posé n'est pas du tout un problème de bilan. La démocratie en elle-même est un objectif majeur, tout comme le développement économique. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut atteindre l'objectif de développement économique qu'on va fouler au pied l'objectif de la démocratie. Donc, c'est une mauvaise compréhension des choses. La démocratie se suffit comme objectif. Traduction, s'il fait bien, il s'en va. S'il fait mal, il s'en va. C'est ça la règle de la démocratie. Ça n'a rien à voir avec le bilan. Voilà. Mais je vais quand même prendre rapidement, parler de ce bilan, puisque beaucoup de gens ne savent pas et on mélange tout ici. Hein? Prenons le bilan de cette gouvernance sur le triple point de la défense des droits de l'homme, sur le point de la politique et aussi le bilan économique. Rassurez-vous, je vais aller très rapidement. D'abord, sur le plan des droits de l'homme, il y a du recul un peu partout. D'abord, on a interdit les manifestations, sous prétexte que les manifestations sont violentes, alors que le rôle de l'État, c'est de s'assurer que ces manifestations sont pacifiques, puisque l'État est garant de la sécurité. Donc, c'est une mauvaise raison qu'on interdise les manifestations, c'est un recul de la démocratie. Deuxièmement, on a interdit tout ce qui est autorisation. Autorisation des partis politiques, autorisation des ONG, autorisation des sociétés civiles. Toutes les autorisations sont bloquées aujourd'hui en Guinée. On ne peut même pas ouvrir une nouvelle radio non plus. Les journalistes sont là et savent très bien qu'ils sont objets de la répression. Tout est bloqué. On n'autorise absolument rien. Alors que l'article 10 de la Constitution est très clair. Tous les Guinéens ont le droit de s'associer. Tous les Guinéens ont le droit d'exprimer leur opinion, que cela se fasse dans n'importe quel cadre, dans le cadre de la société, dans le cadre culturel, dans le cadre politique. Donc, en violation de l'article 10 de la Constitution, ces libertés ont été restreintes. C'est très important. Voilà. Donc, quand on voit ce qui se passe dans le domaine des droits de l'homme, il y a du recul. En fait, tout ce que nous voyons aujourd'hui, les radios libres, ça c'est le régime du général Conté vers la fin qui a libéralisé les zones. Lui, il est en train d'emprisonner ces zones. Voilà. Et
quand on voit, il n'y a aucun résultat, il n'y a aucune avancée de la démocratie. C'est très étonnant pour quelqu'un qui a passé un demi-siècle pour lutter pour la démocratie. Ouais. Donc ça, c'est de ce point de vue. Si on regarde aussi le point de vue politique, c'est tout aussi difficile. D'abord, politiquement, aucune élection, les dates d'aucune élection ne sont respectées. Les dates constitutionnelles ne sont pas respectées. Il y a un glissement continu depuis qu'on est là. Deuxièmement, ce que j'appelle la perte d'indépendance de la CENI. La commission électorale indépendante a perdu son indépendance et il y a énormément de trucages. Les élections ne reflètent plus la volonté populaire. Les dernières élections en font foi. Tout le monde vote d'un côté, les résultats sont de l'autre côté. Donc le vote ne met plus en exergue l'expression de la volonté des votants. Ça, c'est très grave. Ça, c'est l'assassinat de la démocratie. Et cela a commencé par le fait qu'on a complètement politisé l'administration. Alors que la Constitution est très claire. Les administrés doivent être neutres. Les préfets, les sous-préfets, tout le monde se met de politique du côté du parti au pouvoir. On n'a jamais autant politisé l'administration que maintenant. Donc, d'un point de vue politique, c'est une catastrophe. Les élections sont truquées, les élections ne sont jamais faites à temps. Et la CENI a perdu son indépendance. Comment est-ce que la CENI a perdu son indépendance? Par le biais du financement. Il a bien compris qu'en prenant le financement en otage, on prend aussi la CENI en otage. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La CENI, en fait, n'est même pas capable d'adopter, de proposer un calendrier. Il propose un calendrier qui doit être accepté par le pouvoir. Même si le pouvoir l'accepte, il refuse de le financer, c'est un calendrier vide. C'est la raison pour laquelle nous sommes en retard. C'est la raison pour laquelle il y a les glissements. C'est ce qui s'est passé avec les députés. On s'est réveillé en 2019, alors que l'Assemblée avait fini son mandat. On dit non, il n'y a pas eu d'élection. Le président de la République va prolonger le mandat des députés par un décret. Ce qui est complètement absurde. D'abord, c'est pas lui qui a envoyé les députés, il a été élu par le peuple, les députés ont été élus par le peuple. Il constitue l'exécutif, les députés constituent le législatif. Donc le principe de la séparation des pouvoirs qui est ancré dans la Constitution a été violé. Et depuis quand on a des députés présidentiels? Ça n'existe pas, ce sont des députés du peuple. C'est la raison pour laquelle le PADES a dit non, je ne vais plus dans cette Assemblée nationale parce que notre mandat est terminé. Faire le contraire, c'est accepter le glissement pour nous-mêmes. On s'arrête un peu sur l'histoire de ce pays. En 2001, la Constitution a été changée pour les mêmes raisons qu'on est en train de changer la Constitution aujourd'hui. Qu'est-ce que le peuple de Guinée a payé? Le prix de ça. Il y a eu clairement une faillite. La faillite n'était pas que économique, elle n'était pas que politique, elle était même morale. Les années 2000 ont été des plus violentes de l'histoire politique de notre pays. Je causais avec Abdourahmane, qui a été un rescapé, parce qu'il était au pont 8 novembre en 2007. Donc quand il m'a dit qu'il était au pont 8 novembre en 2007, eh bien, je me suis retrouvé devant un rescapé. Parce que des centaines ont perdu la vie ce jour. Des centaines ont perdu la vie en 2006. Des centaines ont perdu la vie en 2009. Nous n'avons même pas encore fait la justice pour cela. Et on veut revenir à la même chose. Quand j'ai suivi le samedi dernier le RPG dire, nous rendons officielle notre volonté de présenter au peuple de Guinée une nouvelle constitution. Il y a un message qu'on nous a envoyé et qui est clair. C'est que le RPG vient de se faire enregistrer dans le club fermé des partis politiques qui n'ont eu qu'un seul président en République de Guinée.
Le PDG RDA est incapable de faire élire un député aujourd'hui en République de Guinée, après avoir dirigé la Guinée pendant 26 ans. Le bloc libéral est né il n'y a pas longtemps, mais le nombre de conseillers que le bloc libéral a fait élire aux dernières élections locales est 4 fois le nombre de conseillers que le seul parti qui était au Parlement au moment où mourait le général Lansana Conté, le PIP, a obtenu à cette élection. Ça veut dire que, à partir de maintenant, le RPG vient de s'ajouter à cette liste. Donc il n'y aura plus personne d'autre à Guinée du RPG qui deviendra président. Et c'est en fonction de ce que nous allons faire. Parce que le message que nous envoie le RPG, à partir du samedi, c'est de nous dire ceci. Nous n'avons aucune femme ni aucun homme parmi nous capable de diriger la Guinée sauf Alpha Condé. Donc, ça veut dire que le choix que le RPG nous donne, soit nous continuons à subir M. Alpha Condé, à reculer. L'économiste vous a parlé, je ne reviendrai pas sur le bilan économique, je ne reviendrai pas sur beaucoup d'aspects que Dr Kaba a déjà évoqués. Ou donc nous continuons à subir M. Alpha Condé, ou nous les chassons. Quel est notre choix? De les chasser, je crois que l'humanité nous a donné beaucoup d'exemples. Il suffit de se rappeler de ce que les Burkinabés ont fait. Il suffit de se rappeler de ce que les Tunisiens ont fait, ce que les Algériens ont fait, ce que les Soudanais même viennent de faire. Je vais terminer, parce qu'il faut que vous vous posiez les questions que vous avez, en disant ceci. Dr Kaba vous a dit pourquoi nous devons mener ce combat. Je vais ajouter un peu du comment nous devons le faire ici, aux États-Unis. Parce que le fait d'être ici aux États-Unis ne veut pas dire que vous n'avez pas un rôle fondamental à jouer. Parce que dans ce pays, comme en France, comme en Angleterre, les élus ont du respect pour leurs électeurs. Et chacun de vous est aussi citoyen de ce pays. Et chacun connaît son représentant parce qu'il vit dans un district électoral. Chacun de vous ici vit dans un État et connaît ses sénateurs. Chacun ici connaît l'adresse physique, le numéro de téléphone, l'adresse email du département d'État. Il suffit, et je sais que parmi nous ici, moi, j'étais avec vous, on a fait les marches à Washington. Si vous voulez, même par procuration, je peux encore demander à la police de DC pour aller marcher là-bas. Mais il y a une chose fondamentale que vous devez faire. Vous devez inonder les boîtes de tous les sénateurs américains, de tous les représentants du Congrès, des gens de la Maison Blanche, du département d'État, des messages bien pensés. Parce qu'il faut que vous réussissiez à dire à l'autorité américaine le danger que la Guinée court et le danger que toute l'Afrique de l'Ouest court. Parce que quand on a eu la guerre au Libéria, elle ne s'est pas terminée au Libéria. Elle s'est exportée en Sierra Leone. Et on se rappelle ce que cette guerre a fait comme dégâts en Sierra Leone. Des bébés ont eu des bras coupés. Est-ce que nous voulons que cela se répète dans l'Afrique de l'Ouest? Non. Je ne crois pas. Voilà les risques que nous sommes en train de courir. Le risque d'abord que nous revenions en arrière, que toutes les violences qu'on a vécues durant les années 2000, que nous vivions encore ces mêmes violences. Mais plus que tout, Dr Kaba l'a dit, l'un des bilans du professeur Alpha Condé, c'est d'être le premier pays
envoyeur de migrants en Europe. C'est grave. Donc vous devez avoir, n'est-ce pas, cette capacité de persuader l'autorité américaine, la Maison-Blanche, pour que cela soit de l'autre côté. Et il faut leur faire comprendre qu'aujourd'hui, Alpha, sachant que les Américains pourraient lui dire on n'est pas d'accord, les Anglais pourraient lui dire la même chose, il est en train de leur tourner le dos pour faire face à la Chine, pour faire face à la Russie. Et je crois que chacun percevra le danger de tout cela. Et plus que tout, chacun percevra le danger que les pays africains deviennent des pays de non-État. Chacun est en train de payer à des degrés différents, bien sûr, mais on est en train quand même de payer le fait que la Somalie est devenue un non-État. Nous sommes en train de payer le fait que la Libye est aujourd'hui un non-État. Et aujourd'hui, un de nos pays, frères de l'Afrique de l'Ouest, est confronté à des problèmes au nord. Je vais parler du Mali, où, en plus de nos frères maliens, nous avons des frères guinéens qui sont en train d'y perdre la vie. Il faut que nous rappelions cela à l'autorité américaine. Nous comptons sur vous pour ça. Je sais que vous avez l'intelligence et la capacité de le faire. Et nous comptons sur vous. Vous devez réussir l'organisation du Front National pour la défense de la Constitution ici aux États-Unis. Vous devez tendre la main à tous les autres groupes. Il faut comprendre, nous n'avions pas voulu que nos collègues, n'est-ce pas, acceptent d'aller siéger. Qu'est-ce qui fait que nous avons les brassards rouges aujourd'hui en Guinée, qui évoluent parallèlement au front? Parce que pour les brassards rouges, il faut être conséquent. On ne peut pas défendre la Constitution le matin et la fouler au sol le soir. Si on défend la Constitution, on doit savoir que c'était la responsabilité du président de la République, du moment qu'on n'a pas connu de guerre civile en Guinée, du moment qu'on n'a pas vécu une calamité naturelle. Je ne voulais pas vraiment parler, mais je voudrais que le Front National diminue un peu les discours, qu'on commence à aller à la confrontation comme l'a demandé le militaire Alpha Condé. Parce qu'il a les moyens de son combat, il ne faut pas que vous ignorez ça. Par rapport aux partis politiques, même par rapport au Front National, il distribue l'argent. Il y a le jeune Kapi Kamara, chaque lundi, il y a des sacs d'argent pour donner aux petits communicants incendiaires sur les toiles. Mais félicitations, vous êtes en train de balayer tous ces gens-là. Moi, je pense qu'après le mois de carême, essayons d'aller aux marches partout dans le monde. C'est possible. Parce que je connais Alpha Condé, il a les moyens de son combat, nous n'avions rien. Franchement, vous souffrez beaucoup parce que vous n'aviez rien de l'État. Normalement, vous devrez avoir des subventions en tant que parti politique. Mais il refuse parce que pour M. Alpha Condé, quand tu es riche, tu es président. Il le dit à tout le monde. Donc moi, je vous prierai, et surtout vos jeunes du FNDC qui s'activent aujourd'hui sur les toiles, essayez de les aider un peu. Ils en ont besoin. C'est très important, docteur. Je m'adresse à vous parce que socialement, vous êtes très généreux. C'est très important pour qu'ils soient... Ils ont vraiment fait du progrès sur les toiles. Ça fait un grand beaucoup de quoi. Donc, félicitations à vous. Et je vous remercie.